Donc au Maroc, donc, le cancer du col il représente environ de 6 000 cas par an. Et 6 000 cas par an. Et c'est-à-dire ce sont des stades avancés au stade de diagnostic, stade 2, stade 3, qui nécessitent vraiment, qui dépassent même la chirurgie. 90% ce sont des carcinomes, c'est-à-dire épidermiques, localisation au niveau de l'exocole, c'est-à-dire l'épithélium pluristratifié. Et là on revient une deuxième fois, c'est l'infection HPV. C'est le message le plus important. C'est l'infection qui est responsable de plus d'infection, qui est responsable de plus de la genèse de cancer du col. Épidermoïde. L'infection HPV, c'est l'agent le plus important qui est nécessaire, bien sûr avec d'autres facteurs qui interviennent. Donc tout ce qui concerne le traumatisme, c'est-à-dire les relations sexuelles à l'âge jeune, plusieurs partenaires, tout ce qui diminue l'immunité de la patiente, le tabagisme, le niveau d'hygiène qui sont souvent défavorables, surtout dans notre contexte. On revient toujours sur l'HPV, donc sérotype 16-18 qui sont le plus impliqués, c'est à l'échelle internationale dans la genèse du cancer de col. Et le plus important, c'est-à-dire la carcinogénèse, elle passe par plusieurs étapes, 10 à 15 à 20 ans. C'est vraiment un temps nécessaire pour faire le dépistage. Et vraiment, c'est très regrettable quand on voit une patiente qui arrive à un stade avancé alors qu'on a vraiment la possibilité de faire le dépistage. Donc c'est pour ça, c'est-à-dire le dépistage, bien sûr la prévention, ça peut être la prévention primaire. Donc là, il y a l'intérêt de la vaccination. Donc d'ailleurs même au Maroc, donc, il y a toute une discussion sur vraiment, c'est-à-dire est-ce qu'on va introduire la vaccination dans le programme national. Mais par contre, tout ce qui concerne prévention secondaire, c'est-à-dire le dépistage, donc là, le point est très important. Il y a un programme national, mais on compte aussi sur la collaboration des confrères généralistes installés au monde libéral pour faire aussi le dépistage individuel. Pourquoi? Parce qu'une fois on va dépister les lésions précancéreuses, donc le traitement est facile, la prise en charge des lésions précancéreuses. Donc on va réduire le nombre de cancers de col par an, et en conséquence, on va aussi réduire la mortalité de cancer de col et aussi les dépenses en matière de santé publique. Donc la genèse, donc l'histoire naturelle d'un cancer de col, donc ça se passe toujours. Donc là, vous avez un épithélium normal, donc c'est un épithélium pluristratifié. Donc vous avez plusieurs couches. Donc la membrane basale est là, donc la basale, la parabasale, on part de la superficie. Et après, vous avez l'infection HPV. Donc l'infection HPV, donc elle va vraiment en fonction des facteurs de risque. Donc généralement, ce sont les sérotypes à haut risque, surtout le 16 et le 18. Bien sûr, avec un terrain, c'est-à-dire le traumatisme. Donc il va aller chercher la zone de la jonction. C'est la zone la plus fragile au niveau du col. Donc il va infecter les cellules au niveau du col. Une grande partie, c'est-à-dire la femme, elle va essayer d'éliminer avec son système immunitaire. Donc elle va essayer d'éliminer l'HPV. Sinon, donc vraiment, ça sera la deuxième étape, c'est l'infection des cellules. Donc là, c'est-à-dire vraiment, c'est-à-dire HPV. Dans les deux situations-là, c'est-à-dire qu'on va voir le test, c'est-à-dire par exemple, si on fait un test HPV, donc on va trouver l'HPV au niveau du col. Supposons, c'est-à-dire il n'y a pas d'élimination, il n'y a pas vraiment, il y a progression de la lésion. Donc là, il y aura des anomalies cytonucléaires, des anomalies cytologiques au niveau de cette muqueuse. Donc là, donc, vraiment, c'est-à-dire ça devient, par exemple, les lésions de bas grade. Toujours la continuité de la lésion, donc ça peut aller vers une lésion de haut grade, qu'il soit un CN2, CN3. Donc on voit ici la totalité de la muqueuse. Donc elle est prise par les anomalies cytologiques. Et une fois que vous avez la rupture de la membrane basale, donc là on part déjà de forme invasive. Donc là, si on part de l'infection jusqu'au cancer, donc là c'est 10 à 15 ans. C'est vraiment, on a le temps de faire le dépistage. On peut faire le dépistage par plusieurs moyens. Donc là, heureusement, c'est-à-dire la plupart des patientes qui sont infectées par l'HPV dans la première partie de leur vie, c'est-à-dire génitale, donc ils vont faire le nécessaire pour éliminer l'HPV. C'est 20%, c'est-à-dire 80%, il y aura l'élimination. 20%, donc il y aura la persistance d'HPV, l'évolution vers l'aggravation, c'est-à-dire le cancer du col. Et vous voyez ici, c'est-à-dire vous avez dépistage, donc jusqu'ici on va faire le dépistage. Bien sûr, donc il faut faire le dépistage jusqu'au stade d'installation du cancer. Même le cancer, il faut faire un diagnostic précoce. Donc là, c'est vraiment le plus important, c'est le dépistage. Une fois on est là, c'est-à-dire les lésions de haut grade, donc on doit aussi parler de la prise en charge des lésions précancéreuses. Donc là, cliniquement, donc ça va donner ça, c'est-à-dire
même une patiente infectée par l'HPV, quand on va faire un examen au spéculum, et tout à l'heure vous avez réagi quand la collègue elle a parlé de la colposcopie avec Saïd Mantotour. Je suis avec elle parce que dans l'énoncé, donc il n'y a pas d'examen clinique normal, et c'est un message aussi pour les généralistes, il faut toujours faire un examen au spéculum. Donc dans cette situation, vous avez un col qui est normal. Là, c'est-à-dire les deux situations, vous avez un col normal. Ici, macroscopiquement, vous avez un col normal. Mais par contre, quand on applique l'acide acétique, c'est le programme national, c'est la détection par les VA. Donc là, on va détecter la zone où il y a des anomalies cytologiques. Il va se manifester par une zone d'acédophilie. Par contre, on n'a pas fait le diagnostic. L'évolution vers les formes vraiment avancées. Donc là, après application de l'acide acétique, on voit vraiment c'est un col qui prend l'acide acétique de façon très intense, avec des anomalies de sévérité, c'est-à-dire des anomalies glandulaires et des anomalies vasculaires. À ce stade, il n'y a plus de dépistage, il faut juste prendre la pince à biopsie et faire une biopsie. Alors, dans 45 génotypes, c'est-à-dire HPV, donc il y a les HPV à bas risque, c'est-à-dire le 6, le 11, qui sont responsables des condylomes. Par contre, les formes à haut risque, le 16, le 18, le 45, 31, 33, 35, 52, 58. Au Maroc, on n'a pas un profil, c'est-à-dire virologique pour dire voilà, ce sont les virus les plus impliqués dans le cancer du col. C'est-à-dire on n'a pas des études de recherche, donc vraiment ça va solliciter CF Nortol avec son équipe de recherche et le centre de recherche pour faire quelque chose dans ce sens. Donc là, c'est-à-dire après l'infection, donc vous avez surtout le 16 et le 18. Donc là, c'est très important, vous avez 80% c'est ça, les 20% c'est l'évolution vers un cancer. Alors là, on connaît très bien, c'est-à-dire la physiopathologie d'un cancer, on sait très bien qu'est-ce qu'on doit chercher, c'est-à-dire l'ennemi le plus important c'est l'HPV. On doit chercher soit l'HPV, soit les conséquences de l'HPV. La deuxième question qui sort, quels sont les moyens de dépistage? Quelqu'un qui est installé en libéral dans son cabinet, il va dire moi je vais faire le test d'HPV, je vois une patiente, elle est aisée, elle a les moyens. Par contre, quelqu'un qui est installé en public, on lui dit voilà, vous avez un programme national, il faut le respecter, il faut faire par autres moyens. Donc le dépistage, ça peut être un dépistage individuel, c'est la situation fréquente pour les confrères qui sont installés en libéral, ou ça peut être un dépistage organisé, c'est-à-dire le programme national. Donc le dépistage, ça peut être par exemple le plus important, c'est-à-dire le test HPV. La patiente il a les moyens, vous avez un laboratoire, il est accrédité pour faire c'est-à-dire l'analyse, on peut faire le test HPV. Sinon on peut faire la cytologie, donc la cytologie conventionnelle, c'est-à-dire là avec l'ancienne technique, vraiment avec les lames, avec le fixateur et tout ça. On peut faire aussi en milieu liquide, ça paraît plus facile en termes de pratique. Et les autres, EVA, c'est l'inspection du col après application de l'acide acétique. L'EVL, c'est après l'inspection du col après application de l'IGOL. Au Maroc, donc le programme national, c'est EVA. C'est l'inspection du col après application de l'acide acétique 5% fraîchement préparé pendant 1 minute. La moindre anomalie détectable, c'est-à-dire une zone d'acédophilie, la patiente sera référée vers un centre de référence pour faire la colposcopie. Avant, donc, on a dit la colposcopie, ça sera l'affaire des spécialistes, mais avec le contrainte, un spécialiste, on demande tout ce qui est mortalité maternelle, programme de santé publique. Là, sur le TDR, il y a un projet national, c'est-à-dire de l'implication des médecins généralistes affectés dans les centres de référence dans la colposcopie. Et d'ailleurs, il y a 2 sessions de formation qui étaient déjà faites en Inde, à Barchi. Donc, les médecins qui ont fait la formation, ils ont déjà commencé la colposcopie. Alors, test HPV, donc la sensibilité, donc 96%, la reproductibilité qui est démontrée, donc la sensibilité indépendante de l'âge. C'est très important parce que quelqu'un qui fait vraiment un photobiogramme patient ménopausée ou périménopausée, ce ne sera pas vraiment en matière d'interprétation et de la faisabilité comme une patiente qui agit de 30 ans. La spécificité, 94%, mais il y a un problème parce qu'il y aura le recours à la colposcopie. HPV, donc positif, donc il y a la colposcopie. Donc là, c'est un point d'interrogation aussi en matière des compétences, c'est-à-dire de médecins qui soient généralistes ou spécialistes en matière de colposcopie et l'intérêt de la formation continue. La cytologie, donc la cytologie conventionnelle, donc vraiment c'est indolore, c'est facile, c'est comme un examen gynécologique, donc répétitif, donc ça ne demande pas beaucoup de choses en termes d'investigation. La spécificité 96%. Comment donc là vraiment il faut respecter en dehors des règles, en dehors d'infection, et le prélèvement il doit intéresser l'exocole et l'endocole.
C'est-à-dire quand vous recevez le contrôle d'un frottis cervico-vaginal, il faut voir si vraiment celui qui a fait le prélèvement, il a fait le prélèvement des cellules d'X-col, c'est-à-dire les épithéliums pluristratifiés, et les cellules d'endocol. Comme ça, on est sûr qu'il est passé en zone de jonction, parce que c'est là où il y a souvent la lésion ou la zone de remaniement. Frotter, c'est-à-dire la cétologie en couche mince, donc l'amélioration nette de c'est-à-dire la faisabilité de l'interprétation, et ça permet aussi de faire la recherche de l'HPV. Et d'ailleurs, la plupart maintenant des médecins, c'est-à-dire on a la tendance, on perd la main de faire le frotté conventionnel avec les étalements. Donc là, on fait souvent le frotté en milieu liquide. Et d'ailleurs, même pour les étudiants, c'est-à-dire en médecine, c'est-à-dire module médecine de famille, on essaie de leur montrer comment faire aussi les frottés avec l'étalement et la fixation. Mais souvent, on fait le frotté au monocouche. Donc les VA, les VL, donc ça le principe, donc on a parlé de principe. Ici c'est l'application de l'acide acétique, ici c'est l'application de Ligol. Donc vous avez là c'est un col normal, l'application de l'acide acétique, il n'y a rien, il n'y a pas de zone d'acidophilie, on dit c'est normal. On va revoir la patiente dans 3 ans. Par contre, la moindre acidophilie, donc la patiente elle sera référée pour la colposcopie. Alors mais peut-être que vous allez poser la question, Monsieur Boukhali, vous êtes en train de parler de plusieurs méthodes, et quelle est la meilleure méthode, c'est-à-dire qu'on va choisir. Donc la stratégie actuelle, la tendance, c'était par exemple aux États-Unis, c'est un frottis cervico-vaginal ou cervico-utérin 3 ans, entre 21 et 55 ans. Pays-Bas, donc là, la même chose, c'est-à-dire la tendance, c'est-à-dire là, les gens, ils discutent vraiment, c'est-à-dire l'intérêt de faire la combinaison entre test HPV et la cytologie. En France, donc il y a des collègues français là qui est installé. Donc là, je pense que la tendance aussi, c'est-à-dire ils cherchent, c'est-à-dire l'intérêt de TPH et la cytologie, bien sûr, elle est frottée tous les 3 ans. Et au Maroc, on revient souvent sur la détection précoce par l'application d'acide acétique et cotréen, 12 des reins pour faire le dépistage pour 20 patientes. Quand est-ce qu'on va faire le dépistage? C'est-à-dire, ça, c'est une question très importante. Vous recevez une patiente en consultation et vous posez la question à quel âge je dois commencer le dépistage et à quel âge je dois arrêter mon dépistage. Donc, on va analyser la première partie, c'est-à-dire les patientes jeunes, avant 25 ans, parce que vraiment il y a l'intérêt de faire le dépistage. Donc il y a une grande variabilité des recommandations, internationales, c'est-à-dire avant 25 ans, par exemple aux États-Unis, l'Islande, la Danemark et la Suisse, 30 ans pour les Pays-Bas, la Finlande et l'Estonie. Pourquoi c'est vraiment cette discussion, c'est-à-dire avant 25 ans? On dit que ce sont des patientes qui sont infectées par l'HPV, donc on leur donne la chance, ou le temps nécessaire pour l'élimination de l'HPV. S'il n'y a pas d'élimination, donc là, il y aura peut-être l'intérêt de faire le dépistage. Sinon, on va faire par exemple beaucoup de dépistage, on va détecter beaucoup de patientes positives, et ça va nous rendre vraiment la tâche plus difficile. C'est pour ça que la régression est fréquente, des lésions, donc 65% pour les CN2 en l'espace de 18 mois, et l'évolution qui est rare des lésions, c'est-à-dire CN2, donc le passage des CN2, CN3, donc 18%, CN3 vers un cancer 1,5%. Donc vraiment, c'est-à-dire la discussion, l'intérêt de faire un dépistage à 25 ans, c'est discutable. Deuxième limite d'âge, c'est la femme âgée. À quel âge on doit arrêter le dépistage? Donc après 60-65 ans, là aussi dans les recommandations, donc ils sont plus alignés, c'est-à-dire 60-65 ans, donc il faut arrêter le dépistage. Si vous avez une patiente régulièrement suivie, il a souvent son test qui est négatif, ça ne sert à rien de faire le test après 60-65 ans. Sinon, vous allez tomber dans le problème, c'est-à-dire des frottés anormaux, 2 à 2,5, c'est-à-dire que vous allez trouver que les patients, c'est-à-dire un tout plus, c'est-à-dire qui rejoint, c'est-à-dire la femme de moins de 25 ans, et vous allez trouver beaucoup d'astuces, et vous allez demander votre cytologie, test HPV, et la colposcopie, et même la biopsie qui sera normale. Troisième question, c'est-à-dire dans la démarche, la moyenne, quand est-ce qu'on va commencer? Et la troisième question, à quel rythme on va faire le dépistage? Donc là aussi, c'est-à-dire il y a une variabilité de recommandations. 3 ans, c'est-à-dire par exemple États-Unis, donc là avec un seul frotté cervico-utérin ou cervico-vaginal, c'est la même appellation, donc on préfère parler de cervico-utérin que cervico-vaginal. 5 ans, la plupart des auteurs, c'est-à-dire surtout les États-Unis, quand ils associent un frotté cervico-vaginal cytologique avec un test d'HPV. De là, c'est une étude suédoise là aussi qui parle, c'est-à-dire de l'intérêt, c'est-à-dire mieux quand on espace le rythme 5 ans, donc là il y
Il n'y a pas beaucoup de modifications par rapport à un intervalle de 3 ans. Là, je passe rapidement, là, juste pour vous dire, là, la plupart des recommandations, elles convergent vers une synthèse, c'est-à-dire la synthèse qu'il faut faire le dépistage qui doit être organisé. La réalisation d'un frottis cervico-vaginal à un rythme, c'est-à-dire une fois tous les 3 ans, après 2 frottis qui sont normaux, réalisés un nombre d'intervalles. Donc, on fait un frottis, il est normal, d'ici une année, on refait un deuxième frottis d'intervalle, c'est-à-dire de rattrapage, comme ça, qu'on n'a pas passé à côté des lésions. Et après, il faut les espacer tous les 3 ans. Pour les patientes, c'est de 25 à 65 ans. Au Maroc, le programme national, il commence à partir de 30 ans. Donc, celui qui va faire le dépistage, donc ça sera le médecin généraliste, ça sera un gynécologue, la sage-femme et l'infirmière. Et je pense que c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui, c'est-à-dire on demande aux généralistes de faire le dépistage. Bien sûr, il faut le contrôle de qualité, donc le BTSDA. Donc à chaque fois que vous recevez le bilan d'une patiente, le frottis cervico-vaginal, donc il faut voir vraiment est-ce qu'elle a respecté les normes pour faire une bonne interprétation. Voilà, donc pour parler de BTSDA, on va revenir par la suite. Parce qu'une fois que vous avez un frottis qui est normal, donc on doit faire la colposcopie, ça c'est systématiquement, c'est un message clair, frottis anormal égale colposcopie, pour localiser la lésion, et après l'histologie qui va confirmer de nature, c'est-à-dire grade ou carrément un cancer. Alors, cas clinique, vous avez une patiente, c'est une patiente de 39 ans, il vient vous voir en consultation car le résultat de son frottis cervico-vaginal, il inquiète, il indique un frottis cervico-vaginal inflammatoire avec des signes d'infection, il n'a aucun antécédent. Qu'est-ce que vous allez faire? Traitez la patiente. Alors, pour vous aider un peu, donc ça sera sous forme de QCM. Est-ce que vous allez faire votre colposcopie? Est-ce que vous allez refaire le frottis après une semaine de traitement? Est-ce qu'il fallait attendre 2 à 3 semaines après la fin du traitement pour faire le frottis? Ou vous dites c'est normal pour l'âge de la patiente? Donc la réponse, ça c'est très important. C'est-à-dire il faut traiter la patiente, il faut laisser le temps de cicatrisation avant de faire un deuxième frottis. Et malheureusement, souvent en consultation, on voit des patientes avec des frottis d'intervalle, 1 semaine, 2 semaines, inflammatoires. Donc le médecin, il fait un deuxième prélèvement, il oriente la patiente vers un deuxième laboratoire. Donc il cherche vraiment soit normal ou anormal, inflammatoire. Il faut voir les conditions, quand est-ce que vous avez fait votre frottis, est-ce que la patiente est présente des signes d'infection ou pas, est-ce qu'il n'y a pas de rapport, est-ce qu'il n'y a pas de traumatisme. Si par exemple la patiente est présente des signes d'infection, ça ne sert à rien de faire le frottis. Je pense que le frottis, ça coûte 300 dirhams, c'est une perte d'argent pour la patiente. Il faut traiter la patiente, il faut attendre 2 à 3 semaines de cicatrisation, et après il faut refaire votre frottis. La deuxième situation, c'est-à-dire vraiment, c'est-à-dire j'ai prédicat clinique en fonction de la difficulté qu'on voit souvent en consultation, c'est-à-dire les patientes qu'on voit, des fois on a des patientes qui sont référées.